Bonjour, voici un document. Dans ces moments difficiles que nous vivons, où il faut faire repartir le pays après une épreuve gigantesque, nous avons sollicité quelqu'un qui, à la fois aujourd'hui, à 98 ans, vous m'entendez bien, 98 ans, est porteur de la mémoire d'un moment où il a fallu aussi relancer le pays et la Drôme en particulier. Il s'agit de Claude Alfandéry qui, au moment de la libération, dans la dernière année de la guerre de 43-44, est dans la Drôme pour coordonner les différents maquis qui sont là. Il va être le témoin des réflexions qui ont lieu à l'intérieur des maquis, mais aujourd'hui encore, 98 ans encore une fois, aujourd'hui encore, Claude Alfandéry est très actif auprès de groupes de jeunes gens qui réfléchissent à introduire davantage de justice dans notre société. Et cela ne date pas d'il y a 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, non, non. Dès la fin des années 90, Claude Alfandéry, qui fut intellectuellement proche de Michel Rocard, par exemple, qui s'est passionné pour ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire, Claude Alfandéry déjà menait ses réflexions. C'est ce qui fait tout l'intérêt de l'entretien, malheureusement techniquement pas très bon parce qu'il est passé par l'intermédiaire des dispositifs Internet, mais malgré tout, au-delà de ces petits inconvénients techniques, ce que nous dit Claude Alfandéry, à la fois de ce qu'il a vécu à la fin de la guerre comme coordonnateur des mouvements de résistance, et bien plus tard, des décennies plus tard, comme essayant d'introduire de la justice dans notre société, tout cela est absolument passionnant. J'étais dans la résistance depuis 1940, mais actif comme on pouvait l'être, enfin par toute une série de petits actes de journaux distribués, de gens secourus, etc. Et c'est seulement au printemps 1943 que Jean Moulin, quelques semaines avant son arrestation, m'a demandé d'aller dans la Drôme pour diriger la résistance de ce département au titre des mouvements unis de résistance. Mais il y avait dans le département des mouvements très, très divers et qui ne s'entendaient pas. Il y avait en particulier le Front National de l'époque qui était d'inspiration communiste, les mouvements gaullistes. Dans les mouvements gaullistes, il y avait des tiraillements, des conflits, des chamailleries. Il y avait aussi les protestants et les catholiques qui ne s'entendaient pas. Il y avait les gens du sud de la Drôme et les gens du nord de la Drôme. Enfin, c'était une situation de conflit, de désaccords, de difficultés, de soupçons des uns à l'égard des autres, etc., qui était vraiment très, très nocif. Il a dit que c'est une chose intolérable. Ce n'était pas vrai seulement dans la Drôme, hein, c'était vrai dans toute la France. Et il faut absolument qu'on en finisse avec ça. Votre mission, c'est de mettre au point, c'est de constituer d'ici l'automne un comité départemental de libération unique. Et si possible aussi des comités locaux de libération, où tout le monde se retrouverait et où on en finirait avec ces chamailleries. Je suis allé dans la Drôme pour ça. Ce n'était pas très facile au départ. Et une décision d'inspiration allemande et par le gouvernement de Vichy m'a en quelque sorte aidé à le faire. C'est le service du travail obligatoire. Le service du travail obligatoire qui obligeait tous les actifs à aller travailler en Allemagne où ils étaient en pénurie de main-d'œuvre à la suite de leur grave défaite en Union soviétique.
il y avait déjà quelques petits maquis dans la Drôme, à droite et à gauche, mais à partir de ces petits maquis, il fallait organiser l'arrivée de milliers de gens. Et c'était plus tout à fait les mêmes, hein. C'était plus des gens qui étaient entrés dans la résistance pour la résistance. C'était des gens qui voulaient simplement ne pas aller en Allemagne. Euh, et au surplus, bien entendu, alors certains se cachaient dans leur famille ou chez des amis, mais ils venaient pour, puisqu'il fallait se cacher et ne pas aller en Allemagne, participer au combat. Et donc on a eu, dans l'été, au début de l'automne, plusieurs centaines d'abord, plus d'un millier de gens qui sont venus et qu'il a fallu recueillir. Et donc, le problème était d'organiser les maquis, de les sécuriser et aussi de les ravitailler. Et donc, d'avoir de bons rapports avec les paysans, avec les agriculteurs, pour qu'ils puissent être ravitaillés en quelque sorte en circuit court dès ce moment-là. Cet objectif était tellement important qu'on a oublié tous les petits conflits. Et en moins de 3 mois, j'ai pu réunir dans ce comité absolument toutes les forces de résistance. Je dois dire que ce que j'ai fait, les départements voisins, en Isère ou en Vaucluse, ça s'est passé aussi. Il y a eu vraiment un tournant dont je trouve que les historiens ne parlent pas suffisamment. Et je pense aussi qu'ils ne parlent pas suffisamment de cette expérience fantastique, absolument inouïe, de milliers de gens qui se retrouvaient dans des camps de résistance qui étaient les maquis. C'était des gens qui étaient fatalement dépaysés, mais ils étaient aussi désœuvrés. C'était tous ou des ouvriers, ou des agriculteurs, ou des jeunes, ou des étudiants qui avaient l'habitude de travailler. Et là, pour la première fois, ils étaient sans travail. Bien sûr, il fallait leur donner un peu d'instruction militaire, mais on n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait pas beaucoup d'armes, de telle sorte qu'il y avait des temps très longs où ils avaient à discuter. Et cette discussion a été un moment très, très important. Je ne dirais pas que ça a été vrai partout, ça n'a pas réussi dans tous les maquis, mais il y a eu certains maquis où, grâce à un certain nombre de gens qui savaient parler aux autres, avaient une certaine habitude de ne pas insister sur les désaccords, mais de trouver des accords et d'aller en avant grâce à la discussion, et bien grâce à eux, il s'est passé vraiment des choses et on a eu quelques maquis qui étaient de vrais clubs de citoyens. Et comme c'était le moment où les têtes pensantes centrales, je ne sais pas si c'était pas tous à Paris, je ne sais pas où ils étaient, mais enfin, avec Guizot comme président, etc., étaient en train de préparer le programme du Conseil national de la résistance. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas prendre en marche ce programme. Et eux ne pouvaient pas ne pas nous interroger pour savoir si ce qu'ils souhaitaient était en correspondance avec ce que pensaient, ce que voulaient, ce qu'espéraient, la grande espérance des gens qui étaient désormais des résistants dans les maquis. Est-ce que vous avez le sentiment que, effectivement, les réflexions dont vous êtes témoin un peu de façon accidentelle, ces gens qui gambergent là, est-ce que vous avez l'impression que ça remonte jusqu'aux intellectuels que vous venez de dire, aux penseurs qui sont en train d'élaborer le Conseil national de la résistance et son programme? Oui, j'en suis tout à fait persuadé. Nous avions un beau, de bons intermédiaires. C'était les gens de Dieulfi. Il y avait à Dieulfi Emmanuel Mounier, il y avait André Violis, il y avait Pierre-Emmanuel et quelques autres. Il y avait aussi, dans le nord de la Drôme, Louis Aragon et Elsa Triolet. J'ai souvent et beaucoup discuté avec eux et ils avaient des contacts. Tout ça est très difficile hein, parce qu'on était tout de même dans la clandestinité, il fallait faire très, très, très attention aux fuites et aux dangers qu'on faisait courir si on était imprudent. Mais je me rappelle qu'il y a eu vraiment des textes qui ont été pris et repris à la suite des réflexions qui ont été faites, des discussions qui ont été menées dans plusieurs des maquis.
Vous avez assisté en quelque sorte à la mise en place de la nouvelle structure de pouvoir de la région. Je pense par exemple évidemment à la justice. Si j'ose dire, vous avez dû en voir de belles. La région était animée par le commissaire régional qui était Yves Farge. Yves Farge est venu dans la Drôme pendant tout l'été 43, il est venu plusieurs fois. Donc on avait des relations très étroites. Et donc Yves Farge nous avait donné des instructions de mettre en place un conseil de guerre pour juger les collaborateurs. Ce que nous avons fait, on avait fait attention, on avait trouvé un greffier qui était un vrai juriste. On avait trouvé un vieux général résistant qui était devenu le président de ce conseil. Je crois qu'on faisait les choses aussi bien que possible. Le premier événement après la libération, relatif à ces problèmes de répression des coupables de collaboration et des méchants coupables, ça a été l'arrestation par les mouvements de résistance de 3 chefs de milice qu'on a jugés très rapidement, mais franchement, avec le maximum de prudence, de soins qui pouvaient être le nôtre à ce moment-là et les moyens qu'on avait. Mais moi, personnellement, je faisais très attention, je ne voulais pas. J'ai toujours été très sourcilleux sur ce point. J'étais tout jeune, mais par exemple, ce qui m'avait absolument exaspéré, c'était la façon dont mes camarades se comportaient à l'égard des femmes qui s'étaient prostituées avec les Allemands, leur rasant les cheveux d'une façon totalement sadique qui me semblait ignoble. Et donc, je faisais très attention à ça. Et là, je crois me rappeler que j'avais fait très attention. Ils ont été condamnés à mort. Je ne sais pas si vous vous rappelez que le général de Gaulle avait donné des pouvoirs très étendus aux commissaires de la République dans les régions, parce qu'il avait peur et des Américains et des communistes. Il se demandait si on n'était pas sous le coup d'une insurrection communiste ou d'une prise en main de l'administration française par les. Donc, pour éviter ça, il avait donné des pouvoirs très étendus. Ça a été peut-être l'expérience de décentralisation la plus forte en France, qu'on n'ait jamais eue et beaucoup plus forte que les lois que nous connaissons depuis. Et donc, Yves Farge avait le pouvoir de grâce. Il a regardé le dossier, il l'a trouvé insuffisant. Suffisant parce que en droit, il y a toujours des choses qui manquent. Enfin, on ne les avait peut-être pas interrogées assez, etc. Et il les a graciées. La nouvelle de la grâce est arrivée un jour où, précisément le soir, il devait venir à Valence pour faire une réunion qui était en quelque sorte l'installation de la République. Il est venu, bien que, sachant ce qui s'était passé, la grâce, je lui avais téléphoné qu'il valait mieux ne pas venir, mais Farge n'était pas quelqu'un qui aimait se dérober. Il est venu, et puis les trois graciés étaient pendus sur la place. Venons-en maintenant à ce qui va faire le pont entre cette période de votre vie et ce que nous vivons aujourd'hui, en revenant simplement sur un point que vous m'avez signalé dès le départ, les réflexions dans les maquis. Comment diriez-vous ça? Est-ce que ces réflexions, elles étaient aussi organisées? Est-ce qu'on organisait des débats? Ou bien est-ce que c'était un peu accidentel, comme ça, traînant dans les conversations? J'avais essayé tout de même d'améliorer
la façon de débattre en m'adressant à des gens qui étaient issus de l'école du Riage et qui étaient au Vercors. Je savais que l'école du Riage, ou du moins les dissidents de l'école du Riage, parce qu'au départ, l'école du Riage était très pétiniste, mais ces dissidents, parce qu'ils étaient avant tout patriotes et anti-allemands, étaient sortis de l'école et avaient constitué une sorte de groupe qui se trouvait avec Segonzac. Et je connaissais en particulier un jeune homme dont on a beaucoup parlé depuis, qui s'appelait Simon Nora, qui a été ensuite le proche collaborateur de Pierre Mendès France. Et Simon Nora est venu m'aider. Il a parcouru avec moi un certain nombre de maquis pour rendre plus tonique et en quelque sorte organiser ces discussions. Donc, on a fait un effort de ce côté. Mais on n'avait pas de moyens beaucoup, on n'avait pas de machine à écrire, on n'avait pas. Donc, il ne reste pas des comptes rendus. Pourquoi est-ce que ce programme de résistance a une telle force encore aujourd'hui? Je pense que c'est parce que d'abord il appelait à la résistance, au soulèvement contre l'asservissement. Il est maintenant de notoriété publique que vous apportez votre sympathique parrainage à des tas de groupes de jeunes, des groupes associatifs, etc., qui, comment dirais-je, essayent de réfléchir à une société, vous me direz quel est le qualificatif qui convient, plus juste, plus équitable. Quel est le lien que vous établissez entre toutes ces réflexions que vous avez vues naître alors que vous aviez moins de 20 ans, et puis ce que vous voyez aujourd'hui? Est-ce que vous diriez que, au fond, quelque part, vous avez l'impression de réentendre des conversations que vous avez déjà entendues? Parce que j'ai tiré de cette grande expérience de la résistance au moins une chose, c'est qu'on ne fait rien sans les citoyens. Et pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la résistance encore insuffisante des citoyens à un ordre, un système qui ne s'intéresse que très mal à leurs besoins réels et qui est tout entier tourné vers la concurrence mondiale et les profits financiers les plus élevés qu'on peut en tirer. Ce système qui, je crois, produit des crises successives. Enfin, depuis plusieurs décennies, on voit des crises financières, économiques, sociales, aujourd'hui sanitaires ou de migration, enfin des crises qui sont complètement liées au type d'économie. Seules les réponses locales, territoriales, qui sont organisées par des citoyens pour réparer les effets et les dégâts en matière de climat, d'écologie, les débats en matière d'emploi, la précarité de l'emploi, les exclusions, les inégalités. Pour réparer tout ça, ce sont des milliers de petites initiatives, quelques-unes minuscules ou même quelquefois éphémères, quelques autres qui ont pris de l'ampleur. Et donc nous avons essayé, il y a beaucoup de mouvements, de réseaux, d'organisations, de groupements, etc., qui ont essayé de structurer en quelque sorte. J'ai commencé à m'en occuper vraiment très, très, très activement en 1988, plus activement en 1990. La Caisse des dépôts avec laquelle je travaillais, qui connaissait mes sentiments, m'a demandé, en l'occurrence son directeur général Robert Lyon, qui vient de mourir, de présider un établissement financier qui venait de créer, qui s'appelle France Active, qui depuis a pris une importance assez considérable, de financement, de prêts, de garantie de prêts à des petites entreprises, individuelles ou collectives, qui se formaient autour
des problèmes de l'environnement, des accès inégaux pour la population à l'enseignement, aux soins, à la sécurité, à l'habitat. Toute une série d'associations se sont formées là où l'État était insuffisant et là où le marché ne répondait pas, faute de rendement financier suffisant. Et donc, à la fois des associations et des entreprises de caractère social et solidaire se sont développées considérablement. Ça m'a passionné. En 2010, j'ai organisé les premiers états généraux de ces entreprises d'économie sociale et solidaire. Ça a eu lieu en 2011 et la réussite de ces états généraux m'a conduit à créer avec beaucoup d'autres le labo de l'économie sociale et solidaire qui s'efforce précisément, mais on n'est pas les seuls, à structurer ces entreprises, à faire en sorte qu'elles aillent un peu plus loin en coopérant entre elles, en coopérant avec d'autres sortes d'entreprises, en faisant appel aux citoyens, en faisant appel aux collectivités locales, pour, en quelque sorte, arriver à faire système, à faire que sur certains territoires, on a l'impression que la vie a changé. Et je crains qu'il n'y en ait pas encore, que ce ne soit pas encore suffisant, mais je pense que ce qui se passe avec la pandémie, avec le coronavirus, montre que là où l'État s'était montré totalement insuffisant, les hôpitaux, la politique des soins, le service public de la santé, où la préparation était notoire, où un désastre s'est produit, c'est l'activité, ce sont les citoyens eux-mêmes, médecins, soignants, aides-soignants et la population intéressée qui est arrivée à tenir bon. Et donc, je trouve que c'est un exemple formidable, un événement inouï, inattendu, qui accélère l'histoire et qui permet de voir de façon plus spectaculaire que là où l'État et le marché n'ont pas su répondre à la situation, elle est quelquefois reprise en main par les citoyens. Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui sur les services publics de la santé, ça doit être vrai sur l'ensemble des services publics. Je pense donc que ce qui relie mon expérience aujourd'hui à celle d'il y a 80 ans, pour répondre à votre question, c'est le rôle des citoyens. C'est vrai que cet événement a fait surgir des milliers de milliards, là où on refusait quelques millions. C'est une accélération de l'histoire. Et je pense qu'elle a conduit, je pense, pour la plupart du temps, avec honnêteté, avec franchise, des tenants de l'ancien système à reconsidérer la politique que nous avons connue depuis 20 ans, politique de l'offre pour dynamiser l'économie et faire ruisseler les produits les plus élevés vers les gens les plus... Bon, cette économie, elle est d'une instabilité formidable, elle produit des crises incessantes, elle produit une inégalité flagrante, des effets toujours, et puis ensuite, elle devient totalement impossible compte tenu de la finitude du monde, de nos ressources. Tout ça paraît d'une vérité éclatante, mais l'idéologie ancienne est telle, elle s'appuie sur des comportements qui ont été édifiés en marge de cette idéologie. Tout ce que la publicité et aujourd'hui même les réseaux sociaux peuvent porter d'idéologie productiviste tout à fait absurde, c'est pas facile à remettre en cause. Et donc, j'espère qu'on va, que le mouvement qui se produit actuellement, le caractère tellement
exceptionnelle enfin, de cette crise et des conséquences et des effets de cette crise dont on ne connaît pas encore l'ampleur, vont permettre d'aller vraiment au-delà des discours vertueux qui sont faits vers des décisions changeant le système.